Vous savez, les cyberattaques les plus redoutables, ce ne sont pas celles qui défoncent la porte. Pas du tout. Les plus efficaces, ce sont celles qui sonnent poliment à l'entrée, attendent qu'on leur ouvre et à qui on finit par offrir le café. C'est ce mécanisme à la fois simple et dévastateur qu'on va décortiquer ensemble. Allez, mettons-nous en situation. On est en plein milieu d'un dossier important, la deadline approche à grands pas et bam, c'est le drame. Un bug, un message d'erreur incompréhensible, impossible d'avancer. Le stress commence à monter, n'est-ce pas? Et dans ce moment-là, quel est le premier réflexe? C'est de chercher de l'aide, bien sûr. On se sent bloqué, un peu démuni. C'est précisément dans ce moment de frustration que tout se joue. Quand un problème bien agaçant rencontre ce qui ressemble à une solution parfaite tombée du ciel, Et voilà, pile à ce moment-là, une notification apparaît. Un message sur Teams, sur Slack, peut-être même un email. C'est quelqu'un du support technique qui, comme par magie, a détecté le problème et propose son aide. Incroyable, non? Quelle efficacité, quel service proactif. Ou alors, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Cette aide providentielle, elle ne vient pas de n'importe qui. L'attaquant enfile un costume très crédible. Il se fait passer pour un technicien IT, un administrateur système, parfois même un prestataire externe connu de la boîte. Ce sont des rôles qui inspirent immédiatement confiance, des figures d'autorité légitime à qui on ne pense même pas à demander de pièces d'identité. Et on touche là au cœur du réacteur. Ce qui rend cette attaque si puissante, ce n'est pas une prouesse technique ou une faille logicielle ultra complexe. Non. Tout repose sur une compétence purement humaine, l'art de fabriquer un sentiment de confiance. D'ailleurs, cette technique a un nom, l'ingénierie sociale. C'est, comme le dit très bien l'analyse de Verizon, l'art de la manipulation psychologique. Il ne s'agit pas de pirater un ordinateur, mais de pirater un cerveau humain. Après tout, pourquoi s'embêter à forcer une serrure quand on peut convaincre la personne à l'intérieur de nous donner la clé? Pour que l'illusion soit parfaite, les attaquants utilisent des canaux qui nous sont familiers, qui ont l'air officiels. Un email avec la signature de l'entreprise, un message qui pop dans le chat interne, un faux ticket de support. Et la règle est simple, plus le canal semble légitime, plus notre vigilance naturelle s'endort. C'est humain. Et alors concrètement, comment le piège se met-il en place? Eh bien, par une série de demandes qui, prises une par une, semblent tout à fait normales. Confirmer son mot de passe pour vérifier l'identité, ça paraît logique. Lancer un outil de diagnostic, partager son écran, bien sûr, comment faire autrement? L'attaquant nous guide et à chaque étape, on coopère, on se rapproche un peu plus du précipice sans même s'en rendre compte. Et voilà le moment fatidique, le point de bascule. Celui où, en pensant bien faire, en voulant juste aider à résoudre le problème rapidement, la victime ouvre elle-même la porte à l'attaquant. ce qui est frappant ici, c'est l'absence totale de contraintes. Il n'y a pas de menace, pas de chantage, c'est une coopération pure et simple, totalement volontaire. La victime devient l'assistante de son propre attaquant, persuadée de n'être qu'en train de régler un simple bug informatique. Et c'est ça le point fondamental. La clé du royaume n'est pas dérobée de force, elle est tendue sur un plateau d'argent. C'est ce qui rend cette attaque si perverse. Elle utilise notre propre volonté de bien faire, notre esprit de coopération et la retourne contre nous. À partir de cet instant, l'ambiance change du tout au tout. La phase de coopération aimable est terminée. Place aux conséquences, qui, elles, sont silencieuses, invisibles et absolument dévastatrices. Une fois que l'accès est donné, tout s'enchaîne à une vitesse folle. En arrière-plan, pendant que la discussion continue, l'attaquant prend ses aises. Il n'est plus un visiteur, il est aux commandes. Il commence alors sa récolte. Fichiers sensibles, emails confidentiels, base de données clients, tout ce qui est accessible depuis le poste de la victime devient sa propriété. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Ce premier ordinateur n'est qu'une tête de pont. À partir de là, l'attaquant peut se déplacer dans le réseau, infecter d'autres machines et prendre le contrôle de l'infrastructure entière. Les dégâts réels sont souvent bien pires qu'on ne l'imagine. En quelques minutes, on peut passer d'un simple partage d'écran à une compromission totale. L'attaquant peut installer des backdoors, des portes dérobées, pour pouvoir revenir quand il le souhaite. Il peut exfiltrer des gigaoctets de données. Pour l'entreprise, l'impact financier et réputationnel peut être catastrophique. D'accord? On a vu le comment l'attaque se déroule. Mais la question la plus fascinante, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien et aussi souvent? La réponse, en fait, elle est en nous. Elle est d'ordre psychologique. C'est un cocktail de plusieurs facteurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle le principe d'autorité. On est conditionné à faire confiance aux experts. Et le gars de l'IT en est un. Son jargon technique, même si on n'y comprend rien, renforce cette impression.
Ensuite, il y a le sentiment d'urgence. On est bloqué, on veut que ça se règle vite pour pouvoir continuer à travailler. Et cette précipitation, elle court-circuite notre prudence. Pour bien comprendre ça, on peut faire appel aux travaux du psychologue Daniel Kahneman sur nos 2 modes de pensée. Ces attaques sont conçues pour nous maintenir dans notre système 1, la pensée rapide. C'est notre pilote automatique, intuitif, émotionnel. Il cherche la solution la plus simple et la plus rapide. L'attaquant, en créant du stress et de l'urgence, fait tout pour empêcher notre système 2, la pensée lente, de prendre le relais. Car c'est ce système 2 qui analyse, qui doute et qui se dirait « Attends une seconde, est-ce que c'est vraiment normal qu'il me demande ça ?» Ce phénomène est aggravé par un autre biais cognitif au nom un peu barbare, le WISAT, pour What You See is All There Is, ce qu'on voit est tout ce qui existe. En gros, notre cerveau a tendance à prendre des décisions en se basant uniquement sur les informations qu'il a sous les yeux. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Mon ordinateur est en panne et quelqu'un est là pour m'aider. On ne voit pas ce qui manque, c'est-à-dire la preuve irréfutable que cette personne est bien qui elle prétend être. L'information la plus importante est absente, mais notre cerveau l'ignore. Et c'est ça, la phrase qu'il faut retenir. C'est le message clé de toute cette analyse. Notre besoin d'aide, notre désir de vite résoudre un problème nous rend naturellement plus vulnérables. La prochaine fois qu'une main secourable et inattendue se tendra, aussi bienvenue soit-elle, il faudra peut-être prendre une grande inspiration et laisser notre fameux système 2 poser quelques questions.